Salut à tous, sur ma chaîne personnelle, je vous ai présenté des anciens légionnaires très actifs dans la vie civile. Leur passé militaire inspire le respect. Souvent, dans nos familles, nous avons des figures de femmes et d'hommes valeureux qui se sont battus pour leur pays. Je suis issu d'une famille de militaires. Le producteur de la chaîne est le petit-fils d'un légionnaire, Alphonse Saint-Georges. Engagé en 1932, il a pendant un quart de siècle participé à des temps forts de la Légion étrangère. Il y a également le grand-père du monteur des vidéos, Jérémy, qui était aussi un ancien légionnaire. C'est le cas également pour des cadreurs de l'équipe. Je suis certain que vous, les abonnés de la chaîne, êtes nombreux dans cette situation. Ce sont des souvenirs que nous sommes attachés à défendre. Et aujourd'hui, lors d'une nouvelle permission, où il faut le noter, pour la première fois, je suis en chemise, j'ai l'honneur de rencontrer des membres importants du Souvenir français. Une association créée en 1887 et qui depuis est placée sous le haut patronage du président de la République. Leur noble mission est d'entretenir, de conserver et de transmettre la mémoire de nos soldats morts pour la France, en entretenant notamment les tombes et les monuments commémoratifs. Je suis très sensible à leur démarche et très fier de passer une journée avec eux. En plus, normalement, je ne devrais pas me rouler dans la boue. Encore que, on ne sait jamais, avec la production Saint-Georges, je vis dans l'inquiétude et dans l'incertitude permanente. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Nous estimons aujourd'hui que les corps de combattants morts pour la France, ils sont porteurs de quelque chose dans ce pays. Et aucun corps de combattants de 14-18, 1870, 39-45, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine, d'OPEX, mort pour la France, pour ne doit rejoindre une fosse commune. Notre combat essentiel, c'est de dire ces combattants partagent une histoire, nous devons les garder près de nous. Je reste très touché parce que moi aussi j'ai perdu des amis qui ont sacrifié leur vie en opération et en mission. Et j'apprécie vraiment ce que vous venez de dire. Cette phrase-là, je crois qu'on va l'enregistrer et la souligner en lettres de feu. Je suis passionné par la Première Guerre mondiale depuis l'âge de 6 ans. 6 ans? Tout à fait, puisqu'il s'agit de leur dernier tombeau, puis je pense qu'on peut au moins leur devoir ça. Si les familles de tous ces combattants tombés au combat savaient ce que tu faisais, ils seraient aussi très très fiers de toi. Bravo jeune homme. Merci. Alors j'ai appris quelque chose sur toi, que tu avais été décoré les médailles militaires à Cameroun. Sûrement la plus grande consécration de ma carrière militaire. Tu sais, à ton âge, je t'ai pas encore engagé et toi déjà tu en as fait plus que moi. Je suis bien à Paris, au cœur de la capitale, et je suis devant le siège de l'association mémorielle Le Souvenir français. Tout de suite, je vais être accueilli par le président Serge Barcellini. Monsieur le Président, Monsieur Barcellini, bonjour. Je vous remercie de nous accueillir ce matin dans votre association. Avec grand plaisir. Et alors, vous êtes ici devant une association mémorielle qui s'appelle Le Souvenir français. Nous sommes d'abord une association mémorielle, ce qui veut dire que nous ne sommes pas une association d'anciens combattants. Nous sommes une association pour l'ensemble des Français, voire l'ensemble des personnes qui habitent en France. Cette association regroupe tous ceux qui pensent que l'histoire partagée est une nécessité pour faire nation. Nous devons partager une histoire commune, donc nous sommes une association mémorielle. Et surtout, vous avez du poids parce que vous êtes créé depuis 1887. Alors, nous sommes une association profondément enracinée dans le territoire national puisqu'on doit être la 3e association la plus ancienne en France. Il y a la Croix-Rouge qui nous bat, entre autres. Mais nous sommes une association depuis 1887. J'aurai l'occasion de vous réexpliquer un peu l'histoire de cette association. Avec grand plaisir, bien sûr. J'en profite pour vous expliquer ce logo qui symbolise la totalité du Souvenir français. Ce logo, c'est à la fois les couleurs de la nation. Bleu, blanc, rouge. Ouais, bleu, blanc, rouge, c'est la France. Nous sommes une association française. Deuxième chose, dans ce drapeau, nous avons la Marianne. Nous sommes une association profondément républicaine qui d'ailleurs a été enracinée depuis 1887 au nom de la République. D'accord. Nous sommes une association mémorielle, d'où l'Arc de Triomphe et bien sûr la tombe du soldat inconnu qui est dessous. Et puis, enfin, nous sommes une association nous avons la volonté de la transmission de l'histoire auprès des générations nouvelles
d'où la flamme, ce flambeau que nous passons aux générations nouvelles. Pour la transmission. Pour la transmission. Donc ce logo, quelque part, dit tout du souvenir français. Et c'est la volonté que nous avons eue d'essayer de nous expliquer à travers ce logo. Le nom du souvenir français date de 1887. Nous sommes une des rares associations qui refuse de changer son nom. Le mot souvenir est moins porteur aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, c'est le mot mémoire qui est porteur. Écoutez, déjà très impressionnant parce qu'avec une simple plaque, un simple logo, on apprend beaucoup de choses. Ça représente énormément de valeur. Ouais. Et je suppose qu'à l'intérieur, nous allons découvrir en effet phénoménal. À la fois une histoire et nous allons découvrir un présent et surtout un avenir. Venez. On va rentrer à l'intérieur et je suppose que ça va être vraiment grandiose. Suivez-nous. Ce lieu d'exposition, par exemple, est quelque chose qui se veut vivant. Et aujourd'hui, nous avons une exposition sur Marie Sautet. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Et ensuite, nous irons au cimetière de Neuilly-sur-Seine, d'un cimetière assez étonnant puisque nous souhaitons présenter 3 choses dans ce cimetière. D'abord, la tombe du fondateur du souvenir français qui s'appelle Nyssen. Oui. François-Xavier Nyssen, que nous verrons à Neuilly-sur-Seine. Ensuite, nous verrons une tombe étonnante où il y a 3 frères tués pendant 6 mois en 1916, durant 6 mois, une tombe qui est à l'abandon, une tombe qui risque de disparaître, et le souvenir français veut vous expliquer là devant cette tombe ce qu'est la politique nécessaire pour sauver les tombes aujourd'hui. Enfin, nous verrons des tombes de soldats inconnus qui sont des fusillés du 15 décembre 1941, donc 80e anniversaire, des otages du Mont Valérien. Je crois qu'il est important là aussi de voir ce qu'est la vie commémorative et les rappels nécessaires dans la vie commémorative. Le Souvenir français n'est pas une association de vieux. L'association Le Souvenir français est aussi une association très jeune. Nous avons de très nombreux jeunes porte-drapeaux et nous avons de très nombreux jeunes qui s'engagent, puisque nous avons créé notre premier comité dans une université, c'est à Sciences Po Paris. Nous avons 104 adhérents qui ont adhéré, 104 jeunes étudiants qui ont adhéré au Souvenir français. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, nous sommes capables également de répondre à ce besoin d'histoire qu'ont les jeunes. Écoutez, ce que vous soulignez, c'est particulièrement intéressant parce que sur la chaîne, on a beaucoup de jeunes et qui peuvent également être touchés par la démarche d'un jeune homme comme Cyprien qu'on va découvrir tout à l'heure. Bien évidemment, c'est aussi l'appel qu'on fera à tous ces jeunes. Le Souvenir français est là pour les accueillir car ils nous apportent et nous leur apportons. Écoutez, si on peut créer des vocations, ce sera avec plaisir. Donc alors, première figure du hall, c'est Marie Sautet, la marraine des poilus. Et je crois que cette maquette, elle est particulière parce que c'est sa vraie taille, c'est ça? Absolument. Marie Sautet qui vous accueille, alors c'est impressionnant parce qu'on croit qu'elle est vivante lorsqu'on rentre dans ce hall, elle est tout à fait intéressante. Marie Sautet, c'était une toute petite femme qui a fait de très grandes choses, puisque c'est une femme qui n'a pas hésité avec son mari de dépenser des sommes colossales pour aider les combattants en 14-18, pour leur envoyer des cadeaux, pour leur envoyer du café, pour leur envoyer du tabac. Elle s'est complètement, ruinée, puisqu'elle a fini, alors qu'ils étaient très riches, elle a fini dans une maison de vieillards pour indigents. Donc une femme exceptionnelle, un passé exceptionnel. C'est une exposition qui a été faite par le musée de Metz et qui nous l'a mis à disposition pour bien montrer quelque part que le cœur, il y a du cœur quelque part, et il nous avait semblé intéressant au Souvenir français de relier cette exposition à la période actuelle, la période où il faut du cœur, où les Français ont besoin d'apporter quelque chose, et il nous a semblé que Marie Sautet est un bon exemple pour les Français. Comme vous le dites, une femme exceptionnelle avec des actes exceptionnels. En fait, une petite femme avec un cœur immense à l'empreinte de la nation. Absolument. Donc là, on continue de progresser dans votre rôle. Et bien, plus je progresse, plus c'est grand, plus c'est impressionnant.
Donc encore une fois, Marie Sauté est à l'honneur. Absolument. Elle est très, très importante pour vous. Hein. Elle est importante car elle apporte un témoignage qui est un témoignage du temps présent et pas seulement du temps passé. La nécessité de la générosité, la nécessité de l'entente entre les Français, elle est nécessaire. Et je trouve que Marie Sauté, elle symbolise tout ça. Elle symbolise quelqu'un qu'on n'attendait pas, quelqu'un que rien prédisposait à s'engager. L'engagement, vous avez absolument raison sur le mot. Marie Sauté, c'est le symbole de l'engagement. C'est ce que nous avons voulu montrer ici dans cette exposition. Alors, cette statue, elle est importante pour nous parce que, quelque part, elle montre que la volonté du souvenir français de respecter et de s'enraciner dans le passé, Marie Sauté, et d'aller vers l'avenir. On voit bien que nous avons ici mis une statue qui est une statue moderne, d'art contemporain, qui est réalisée par le sculpteur et peintre Paul Flickinger. C'est un monument aux morts. C'est un monument aux morts contemporain qu'il a voulu à la fois le soldat de 14-18 avec le casque Adrien, la colombe de la paix, qui flotte à l'intérieur. Vous avez les livres qui symbolisent les millions de courriers qu'ont envoyés les combattants de 14-18 à leur famille. N'oublions pas que le courrier a joué un rôle colossal, mais aussi la mort qui était présente partout. La mort qui était présente. Et il nous a semblé qu'en mettant ici cette sculpture moderne, nous souhaitons montrer que le souvenir français est adapté au temps présent. Il est à la fois passé, présent et avenir, et c'est cela qui est prouvé quand on rentre dans ce hall. Mais vous suivez l'évolution. Nous suivons l'évolution, absolument. Très bien. Et donc ce personnage, qui est le créateur, absolument. Le fondateur du souvenir français. Alors, Xavier Nissen. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez à la fois la sculpture ou la statue, le buste de François-Xavier Nissen, qui est traditionnel, 1900, on voit bien, et qui fait face à la modernité de la sculpture de Flickinger. Ah, donc vous avez souhaité mettre face absolument. à face. C'est face à face, ils se regardent c'est bien quelque marquant part. L'évolution. Absolument. Ils se regardent entre celui qui a créé et qui marque le passé du souvenir français et cette sculpture qui marque l'avenir du souvenir français. Et vous avez toute l'évolution là en deux statues. En fait. Absolument. Quelqu'un qui est capable de le comprendre et de l'analyser comprend là où nous sommes et où nous voulons aller. Et son importance. Et son importance. Alors Nissen, c'est toute une histoire, le fondateur du souvenir français, qui est natif d'Alsace, En 1870, il est à Neuilly, puisque nous allons voir sa tombe tout à l'heure. Il est à Neuilly et à partir de 1870, c'est quelqu'un qui s'engage très fortement dans la communauté alsacienne et mosellane à Paris. Car n'oublions pas qu'une partie importante des Alsaciens et des Mosellans ont dû opter, comme on dit en 1871-1872, ils ont opté entre la nationalité française et la nationalité allemande. Suite à l'annexion de cette région-là, absolument. Au profit de l'Allemagne. Les Allemands en 1870 ont annexé l'Alsace, on dit l'Alsace-Lorraine, qui est plutôt l'Alsace-Moselle, qu'ils ont annexé, et des dizaines de milliers d'Alsaciens et de Mosellans sont venus habiter dans ce qu'on appelle la France de l'intérieur, et en particulier à Paris. Et Nissen... Parce qu'ils n'avaient pas accepté cette annexion. Parce qu'ils avaient refusé de devenir allemands. Ils avaient refusé de devenir allemands. Ils n'avaient pas accepté et refusé. Absolument. Et Nissen est un de ceux qui a opté, bien évidemment, pour la France. C'était déjà les précurseurs de la résistance. Absolument. C'est incontestablement un choix de résistance. Je vais revenir au souvenir de 1870. Car on se trouve confronté à partir de 1870, et j'allais dire essentiellement à partir de 1878, quand la République véritablement s'installe, on se trouve confronté à quelle politique du souvenir mettre en place pour 1870, pour cette guerre, et en particulier comment sauvegarder les tombes de 1870. On oublie régulièrement que 1870, c'est plus de 100 000 morts. Mais c'est vrai que c'est très important parce que tous les gens
sont capables de citer le premier conflit mondial, 14-18, le second, 39-45, mais très très peu de gens connaissent cette guerre de 1870-1871 qui a opposé l'Allemagne à la France. Absolument. Très peu de gens le savent. Mais à un point que 1870, c'est la page d'histoire la plus oubliée en France aujourd'hui. C'est très intéressant. Elle est oubliée à la fois parce que ça a été une défaite française. Bien sûr. On n'a pas totalement quand même les idées de commémorer nos défaites. Hein. C'est une défaite française, mais il n'y a pas que ça. Une lourde défaite. Lourde défaite. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième raison, c'est qu'à partir de 1918, notre victoire de 14-18 clôt quelque part la défaite française. Et on le voit très clairement quand vous êtes sous l'Arc de Triomphe. Sous l'Arc de Triomphe, on voit que quelque part, quand on inhume le soldat inconnu, de 14-18, on clôt l'histoire de 1870. Enfin, il y a une troisième raison qui est beaucoup plus négative, c'est que depuis plus de 30 ans, nous n'enseignons plus 1870 dans les programmes scolaires français. Ah oui. Alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des générations complètes de Français qui n'ont jamais entendu parler de 1870. C'est ce que je vous dis. Absolument. Et c'est aussi le rôle du souvenir français de rappeler que l'histoire n'est pas quelque chose qu'on doit occulter, oublier, supprimer, comme certains veulent le faire. Nous concevons l'histoire de France comme une histoire partagée et globale. Et Nyssen, c'est là que je termine sur mon histoire de Nyssen. Donc, en 1887, il crée officiellement le souvenir français. Il le crée avec l'appui gouvernemental, puisque le premier président du souvenir français, le général Leval, aura été ministre de la guerre du gouvernement Jules Ferry. C'est-à-dire que vous imaginez que cette association se crée avec un président qui est un ancien ministre des Armées. Ce qui veut bien dire qu'il y a dans cette création, un appui vous imaginez, ça veut dire que quand on se crée en 1887, nous sommes une association qui est profondément forte, profondément souhaitée et profondément soutenue par le gouvernement et la République. Et cette association, à partir de 1887, se lance dans la sauvegarde des tombes de 1870 et dans la création des monuments de 1870. Un grand nombre de monuments de 1870 en France sont dus au souvenir français. Et ça va très loin. Vous avez par exemple un monument à Hiroshima dans un cimetière militaire d'Hiroshima qui n'a rien à voir avec 1945. Ce monument est de 1905 et il y a marqué souvenir français puisqu'il y a des tombes de Français en dessous. Pour vous dire, le premier monument qui a été fait en 1912 en Russie pour la campagne napoléonienne 1912, c'est le souvenir français qui l'a fait. Donc le souvenir français... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le premier monument de Waterloo, 1905, est créé par le souvenir français. Donc vous avez une association qui s'est, dès le départ, fortement développée. Et je vous dis, Nyssen est secrétaire général de cette association de 1887 jusqu'à son décès en 1919. Il est mort juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Chose extraordinaire, il a à la fois vécu la défaite de 1870 et il a vécu la victoire de 14-18 qui permet à l'Alsace-Lorraine, sa région, de redevenir française. Nous sommes une association de bénévoles, c'est-à-dire une association d'hommes, de femmes qui s'engagent parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui est supérieur, qui est l'histoire de la nation. C'est cela, parce qu'ils ne s'engagent pas pour avoir des retours, ils n'attendent rien en retour. Des convictions. Des convictions. Ils apportent quelque chose parce qu'ils partagent quelque chose ensemble. C'est ce qui fait la force de votre association et qu'il faut perdurer et perdurer. C'est ce qui fait que notre association, qui a été une association, une très grande association, vous imaginez qu'en 1913, nous étions la principale association en France, 300-400 000 adhérents. En 1913, on était implanté dans toute la France d'une force extraordinaire. À partir de 1920, nous sommes une association qui va être concurrencée. On va être concurrencé par les associations d'anciens combattants, qui prennent quelque part le même rôle que nous. C'est-à-dire que le souvenir français, comme les associations d'anciens combattants, pensent que le patriotisme est fort, pensent qu'il faut se battre pour le drapeau, pensent qu'il faut se mobiliser pour partager l'histoire. Donc, depuis 1920, l'association Le Souvenir Français a formidablement bien résisté. Nous sommes une association aujourd'hui de 90 000 adhérents.
ce qui n'est pas rien dans la France d'aujourd'hui, à un moment où le monde associatif est moins brillant qu'il y a 20 ans. Hein. Donc nous sommes une association de 90 000 adhérents, plus un certain nombre de partenaires qui représentent en gros 120 000 adhérents. Donc on est une association globalement de plus de 200 000 adhérents, très fortement implantée en France, 1600 comités locaux. Quand même, c'est pas mal. C'est extraordinaire. Hein. J'ai l'habitude de dire, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont 1600 comités locaux. On est quasiment la seule. Si, peut-être la SPA, quelques associations de ce type. Mais on est une des rares associations aussi bien implantées sur le territoire national. Et dans les dom-toms, bien évidemment. Je crois que le souvenir français est une affaire de passion. Mais vous êtes un passionné. Je suis un passionné, ça c'est clair. C'est clair. Le souvenir français est une affaire de passion. Je crois qu'on ne peut pas s'engager dans une association comme celle-là où on n'attend rien en retour de personnel. Vous êtes président des parents d'élèves, vous attendez en retour que votre enfant soit bien éduqué. Vous êtes dans une association de sportifs, vous attendez en retour de pouvoir réussir le sport dans lequel vous êtes. Vous êtes dans une association de bridge, vous attendez en retour de pouvoir faire de la sociabilité. Souvenir français, nous attendons en retour quelque chose de tellement plus large, plus grand. Nous pensons que nous rendons service à la nation. Mais vous rendez service à la nation. Nous rendons service à la nation. Vous imaginez d'où cette affaire de passion. En fait, le souvenir français, c'est un rassemblement de passionnés. Ça me fait penser à une phrase de Frédéric Mistral qui disait « Ce sont les arbres aux racines les plus profondes qui montent le plus haut ». Et le défi de la vie associative, c'est de toujours s'adapter à la demande des jeunes en particulier, être en complémentarité de cette demande. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous adaptons. Le souvenir français doit être capable de s'adapter aux moyens modernes de transmission. Dont les réseaux sociaux. Dont les réseaux sociaux. Vous avez compris, dont les réseaux sociaux, et c'est tout l'enjeu du souvenir français, être capable aujourd'hui de correspondre à la société telle qu'elle est, et non pas à la société d'il y a 100 ans. On évolue. On évolue. Voilà, vous avez un petit jardinet dans votre association, donc on est en plein air. Et je vois que vous avez des rosiers avec deux jolies roses. C'est un symbole particulier? Alors, cette rose de la mémoire est appelée à devenir la rose qu'on trouvera devant les monuments morts, dans les cimetières. Nous pensons, nous, que cette rose porte quelque chose, et donc nous avons également fait réaliser une plaque que nous mettrons bientôt ici, où il y a marqué « Rosier de la mémoire » avec le logo du souvenir français. Une rose, un élément de transmission, c'est vraiment... Alors, on n'est pas les premiers à le faire. Hein. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu des rosiers Joffre, il y a eu des rosiers Foch, il y a même eu un rosier Verdun. Donc au lendemain, à l'époque où l'agriculture française était quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? On faisait des rosiers avec des noms, avec des obtenteurs qui créaient des roses. Et nous avons voulu reprendre cette tradition par la rose de la mémoire. Je pense qu'on sera beaucoup à apprendre tout ça au travers de cette vidéo. Merci. Donc là, on se trouve devant quelque chose de très important, de faramineux même, je peux me permettre de dire. Donc on est devant l'uniforme et les décorations du maréchal Juin, le libérateur de Rome en 1944. Absolument. C'est un faramineux, c'est intéressant parce que c'est exceptionnel. Nous avons ici quelque chose d'exceptionnel. Alors, je le dis, ça ne devrait pas être ici, c'est dans une salle qui est en rénovation, donc nous l'avons stocké, il y a des travaux, donc bientôt ça sera dans une très belle vitrine. Alors, c'est important, d'une part pour comprendre l'histoire.
le maréchal Juin, c'est un héros français de la Seconde Guerre mondiale. Et est-ce que vous permettez que, parce que maréchal, les gens aujourd'hui ne connaissent Absolument. pas vraiment, donc c'est qu'il y a des grades dans les officiers généraux, donc on ouvre c'est colonel et après on devient général. Absolument. De brigade, 2, 3, avec 2 étoiles. Absolument. Voilà. Ensuite, c'est l'échelon suivant, général de division avec 3 étoiles, général de corps d'armée avec 4 étoiles et général des armées 5 étoiles, qui est le plus haut grade de l'armée. Absolument. Mais par contre, pour être maréchal de France et accéder à 7 étoiles, il y a une condition particulière qui est d'aller en opération en étant déjà général 5 étoiles. Absolument. Donc là, c'est l'uniforme 5 étoiles du général Juin. Et non pas du maréchal, puisqu'il n'y a pas les 7 étoiles. Là. Il y a les 5 étoiles, y compris sur son béret, le béret que portait le général Juin, qui conduisait les armées françaises pendant la campagne d'Italie de 1944. Campagne où l'armée française s'est formidablement illustrée. Hein. Il a libéré Rome. Il a libéré Rome. Donc c'est quelque chose avec son fanion derrière, ses légions d'honneur, ses différentes médailles que vous avez ici. Et donc l'histoire est la suivante. Le général Juin en 1944 est général 5 étoiles, comme Delattre. Nous avons vu, ou nous verrons tout à l'heure Delattre, comme le général Leclerc, nous sommes avec des 5 étoiles. Et dans les années 1950, ils ont été nommés maréchaux, donc maréchal. Pourquoi? Parce qu'en effet, ils conduisaient des armées françaises, ils dirigeaient des armées françaises au combat. Donc Leclerc, Delattre, Juin ont été faits maréchaux. Et puis, il y en a eu un 4e qui a été fait maréchal, c'est Koenig, qui conduisait les armées françaises à Bir Hakeim en 1942. Donc ces 4 généraux, 5 étoiles, sont devenus maréchaux. C'est les derniers maréchaux français. Nous avions eu des maréchaux en 14-18, Joffre, Foch, Gallieni, Pétain, qui étaient maréchaux français de 14-18. Et puis là, nous en avons un qui a été maréchal de France, un des derniers maréchaux français de 39-45. Cet uniforme, nous l'avons, car l'association des anciens du corps expéditionnaire d'Italie, c'est-à-dire l'association qui avait pris le relais de la mémoire, a disparu, et cette association s'est fondue dans le souvenir français. Nous sommes les héritiers du corps expéditionnaire d'Italie, ce qui explique que sur la place, puisque juste à côté de nous, c'est la place du maréchal Juin, où il y a un monument sur le maréchal Juin, et nous sommes régulièrement, c'est nous qui entretenons la cérémonie autour du maréchal Juin. Et vous avez son uniforme et ses décorations. Son uniforme et ses décorations, qui c'est en effet un élément assez exceptionnel de ce siège du souvenir français. C'est historique. Donc ici, on se trouve dans votre salle de réunion qui est aménagée suite à plusieurs travaux dans votre bâtiment. Et donc encore un lieu chargé d'histoire puisque des drapeaux, des tableaux avec des grandes figurines comme le général Delattre de Tassigny. On retrouve encore ici Niécène, le créateur. Et avec vous, j'ai l'impression de prendre un cours d'histoire permanent. Donc vous êtes un historien, je crois, parce que vous avez une culture qui est assez fulgurante. Vous avez été maître de conférence à Sciences Po, c'est ça? Absolument. Alors, 2 mots sur moi, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'association. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Le plus important, c'est l'association. J'ai en effet enseigné 12 ans à Sciences Po Paris comme maître de conférence et j'ai enseigné les politiques de mémoire. Donc, j'avais les secondes années de Sciences Po, donc des jeunes appelés à participer à la construction des nations différentes. J'ai eu beaucoup d'étrangers dans mes cours et le but de mes cours, c'était justement de leur faire comprendre qu'on ne peut pas faire nation sans mémoire. Car c'est ça l'important. Il faut une base. Il faut une base. Et faire nation aujourd'hui, c'est partager une histoire. Si vous ne partagez pas une histoire, vous ne faites pas nation. Vous partez en morceaux.
la France, si l'ensemble des Français ne partagent pas la même histoire, nous allons avoir une France qui va partir en petits morceaux. C'est cela l'ambition, et c'est ce que j'ai fait de mon côté comme enseignant, et c'est ce que je continue à faire ici au Souvenir français. Partager une histoire commune. Et ici, dans cette salle, permettez-moi de vous dire 2 mots sur cette salle, elle est assez extraordinaire parce que... Elle est chargée d'histoire. Elle est chargée d'histoire. Le Souvenir français a une chance phénoménale, je cherche le mot pour être très clair, phénoménale. Le Souvenir français a hérité d'une association qui s'appelait Rhin et Danube, qui était l'association de la première armée française du général Delattre, qui est devenu maréchal, bien évidemment. Mais un héros de la guerre de 39-45. Un grand héros de la guerre de 39-45, celui qui a traversé le Rhin. Celui qui a traversé le Rhin, vous voyez Delattre, avec les armées françaises qui traversent le Rhin. C'est un tableau incroyable. Un tableau phénoménal. Celui qui a fait la bataille des Ardennes, que vous voyez en haut, celui qui a fait la libération de l'Alsace. Donc, Delattre, c'était les locaux de la première armée française. Et il y a une dizaine d'années, cette association a souhaité disparaître. Et cette association a proposé aux Souvenirs français de devenir leur héritier. Nous sommes aujourd'hui, le Souvenir français, l'héritier de l'association Rhin et Danube, mais nous sommes l'héritier de plus de 15 associations et nous nous engageons, lorsque nous héritons de l'association, nous nous engageons à porter le souvenir, la mémoire de cette association. Ce qui me permet de vous donner un exemple sur cette croix de Lorraine mal placée. Cette croix de Lorraine, c'est une croix de Lorraine composée de fleurs. Composée de fleurs, que nous la déposons chaque année, le 11 novembre, car elle symbolise les manifestations des étudiants le 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe. Et nous déposons cette croix de Lorraine chaque année, le 11 novembre 1940, donc le 11 novembre de chaque année. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes les héritiers d'une petite association qui s'appelait les Résistants du 11 novembre 1940, petite association qui a souhaité perdurer à travers le Souvenir français, comme l'association Rhin et Danube. C'est pour nous essentiel. Aujourd'hui, nous constatons des associations d'anciens combattants en moindre force, puisqu'il y a moins d'anciens combattants. Diminution de personnel. Diminution d'adhérents, de personnel, etc. Donc, le Souvenir français dit attention. Nous devons avoir une grande association pour la mémoire. Nous sommes là pour prolonger votre existence. Et donner le signal d'alarme. Et donner le signal d'alarme, absolument. Ce qui va me permettre de vous parler d'une autre activité du Souvenir français, qui est une activité toute nouvelle depuis 3 ans, qui s'appelle la seconde vie des drapeaux, qui est typiquement une activité jeune pour les jeunes. Et on va vous montrer quelques exemples. Vous avez en haut des drapeaux, vous avez surtout ici un drapeau. Vous avez surtout ici un drapeau. Regardez, un exemple. Notre idée est la suivante. Nous nous sommes aperçus... des anciens combattants, 15e arrondissement. 15e arrondissement de Paris, c'est intéressant. Vous voyez que ce drapeau vient d'un arrondissement parisien. Nous nous sommes aperçus rapidement que, en France, ce qui a fait la force de l'histoire, de la mémoire française, ce sont les associations d'anciens combattants. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y en avait partout. Toutes les communes de France avaient leurs anciens combattants qui portaient le drapeau. La nation avait été très touchée. C'était très patriotique. 1 500 000 morts. Toute la France était mobilisée par 14-18. Toutes les familles avaient une perte. Toutes les familles. Ça veut dire que... Une ou plusieurs. Vous imaginez les cérémonies du 11 novembre dans les années 1925, c'était quelque chose d'extraordinaire dans les villages et les villes françaises. Et toutes ces cérémonies, il y avait les porteurs de drapeaux, les porte-drapeaux des associations. 50 000, 60 000, 70 000 drapeaux en France. Petit à petit, ces associations ont disparu, celles de 14-18 en tout cas. Celles de 39-45 sont en train de disparaître. Que deviennent les drapeaux? À l'abandon? Eh bien voilà, vous avez compris. Que deviennent les drapeaux? 2 possibilités. La première, des drapeaux ont été donnés dans les communes, donnés dans les mairies. Dans le meilleur des cas, on le retrouve dans la salle du conseil, dans le pire des cas, dans le placard à balai de la mairie.
Et puis, deuxième cas, le drapeau est resté propriété du dernier président, ou du dernier porte-drapeau, qui s'est cramponné à son drapeau, tellement c'était du cœur qu'il avait avec son drapeau. Et là, ce drapeau, on va le retrouver dans le vide-grenier. Ah, bien sûr, stocké, parqué. Ou sur eBay. Donc le Souvenir français, depuis 3 ans, a lancé toute une politique de récupération des drapeaux que nous remettons dans les établissements scolaires. Nous remettons ces drapeaux dans les établissements scolaires. C'est une opération extraordinaire, d'une richesse étonnante, car les jeunes se battent pour être porte-drapeau. Aujourd'hui, nos drapeaux retrouvent une seconde vie. Au travers de la jeunesse. Au travers de la jeunesse. Nous avons remis aujourd'hui plus de 140 drapeaux dans les établissements scolaires. 140 établissements scolaires ont aujourd'hui des drapeaux qu'ils sortent le 8 mai et le 11 novembre avec une garde d'honneur de jeunes. Il y a là quelque chose qui est en train de se passer en héritage. De naître. De naître. Et c'est pour cela que nous pensons, nous, qu'il y a là cette volonté de faire perdurer, de réenraciner, d'enraciner dans la génération nouvelle ces réflexes mémoriels qui sont nécessaires. Écoutez, je vais vous faire plaisir parce que quand on est rentré dans la salle, donc il y a un des caméramans de l'équipe, Maxime, qui me disait « j'aimerais avoir un drapeau ». Comme ça, il était déjà fasciné par les drapeaux. Ouais. Donc écoutez, on pourra voir tout à l'heure avec lui comment est-ce qu'il peut obtenir ce type de drapeau. Absolument. Et la première chose qu'il a dit en rentrant dans cette pièce, c'est « j'aimerais avoir un drapeau comme ça ». C'est extraordinaire. Hein. Ces drapeaux parlent. Ces drapeaux, ils apportent, j'allais dire, quelque chose. Ce n'est pas des drapeaux neutres. Un drapeau sur un stade, on l'agite, c'est un drapeau français bien évidemment, qui porte une fierté de victoire sportive. C'est pas un fait de guerre avec des sacrifices. Le drapeau ancien combattant, il porte une filiation quelque part. Ceux qui l'ont porté, ils étaient témoins et acteurs. Ils sont le symbole des sacrifices. Absolument. Témoins acteurs d'un moment historique, témoins acteurs des sacrifices liés à un moment historique. Bref, ces drapeaux, moi je trouve qu'ils ont une émotion. Ils portent une émotion. Et puis, autre côté, ils sont beaux. Ils sont beaux. Et donc, dans les écoles, dans les établissements scolaires, aujourd'hui, ces drapeaux, ils sont merveilleusement reçus. Alors, nous en mettons également dans les lycées français à l'étranger. Un drapeau remis dans un lycée français à l'étranger, il devient fédérateur du lycée. Fédérateur du lycée. Il y a des cérémonies extraordinaires quand on redépose ces drapeaux. Les enseignants d'histoire expliquent l'histoire autour du drapeau et vous avez l'ensemble des jeunes qui partagent quelque chose, et ça, c'est une des politiques très fortes du Souvenir français. C'est-à-dire que le Souvenir français, c'est à la fois du patrimoine, c'est-à-dire nous nous engageons à sauver les tombes, nous nous engageons à entretenir les monuments, ça c'est le patrimoine. Le Souvenir français, c'est la cérémonie. Nous nous engageons à être présents au grand moment des dates historiques, 11 novembre, 8 mai, journée de la déportation, et libération des villes, 25 août à Paris. Nous nous engageons à faire vivre quelque part la mémoire autour des calendriers. Et puis, le Souvenir français, c'est la transmission. Et aujourd'hui, c'est un des axes essentiels du Souvenir français, transmettre aux jeunes en favorisant les voyages scolaires. Le Souvenir français est le principal financeur des voyages scolaires en France. De manière à ce qu'ils découvrent ces lieux. Il faut, nous on a des slogans un peu forts. Aucun jeune ne doit quitter sa scolarité sans être allé au moins une fois visiter un grand lieu de mémoire combattant français. Vous imaginez un jeune qui visite Verdun, un jeune qui visite les plages du débarquement, un jeune qui visite les maquis du Vercors. Il s'en souvient toute sa vie. Bien sûr. Être allé une fois au moins, c'est un premier défi que nous tentons de relever. Et ce sera d'autant plus marquant pour marquer sa mémoire. Absolument. Vous imaginez, il s'en souviendra toujours. Il s'en souviendra toujours. Donc, cette volonté de transmission, l'aide au voyage scolaire, cette volonté de transmission, ce dépôt des drapeaux, cette volonté de transmission, l'aide pour les publications, pour la réalisation de films, etc., c'est aujourd'hui un des axes
dominant du souvenir français. Le souvenir français, c'est la jeunesse. Le souvenir français, cette volonté d'aller vers les jeunes, de dire aux jeunes, vous avez toute votre place dans cette mémoire française et vous avez toute votre place dans le souvenir français. Écoutez, le plus remarquable dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est l'émotion qui vous anime. Vous êtes vraiment un transmetteur d'émotions et on sent que vous êtes pleinement en pleine vocation de cette transmission. Je pense que vous êtes un élément principal de tout ça. Merci. Je suis vraiment en face de vous, je parle avec vous et je suis vraiment très touché par l'émotion que vous dégagez et par tout ce qui vous anime au travers de tout ça. Vous êtes vraiment un passionné. Je l'ai toujours été. On va quitter cette position-là pour se retrouver auprès des tombes, c'est ça? Absolument. Nous allons sur le terrain de la mémoire. Et là, on va avoir l'honneur et la possibilité de pouvoir entretenir une tombe, la nettoyer. Absolument. Nous allons comprendre ce qu'est l'ADN, excusez-moi, du souvenir français. L'ADN. Qu'aucun corps de combattants morts pour la France ne rejoigne jamais une fosse commune. Ça, c'est l'ADN. Nous estimons aujourd'hui que les corps de combattants morts pour la France, ils sont porteurs de quelque chose dans ce pays. Et aucun corps de combattants de 14-18, 1870, 39-45, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine, d'OPEX, mort pour la France, ne doit rejoindre une fosse commune. Notre combat essentiel, c'est de dire ces combattants partagent une histoire, nous devons les garder près de nous. Ce que vous venez de dire, c'est très fort. C'est vraiment un moment incroyable. Je reste très touché parce que moi aussi, j'ai perdu des amis qui ont sacrifié leur vie en opération et en mission. Et j'apprécie vraiment ce que vous venez de dire. Cette phrase-là, je crois qu'on va l'enregistrer et la souligner en lettres de feu. Merci beaucoup. Monsieur Barcellini, donc nous sommes dans les Hauts-de-Seine et là on est au carré militaire du souvenir français. Donc ce qui vous tient particulièrement à cœur ici, c'est qu'il y a la tombe du fondateur, Monsieur Xavier Niécen. Et donc avant d'aller se recueillir sur les tombes de soldats tombés pour la France, vous nous présentez deux de vos adhérents? Absolument. Alors nous sommes donc à Neuilly. Exactement. Le cimetière communal de Neuilly, cimetière communal. Et dans ce cimetière communal, il y a à la fois des tombes familiales, dont celle de Xavier Niécen, et il y a des tombes de combattants, et nous avons également des tombes de fusillés du Mont Valérien. Donc c'est un cimetière qui est un ensemble, qui est un véritable lieu de mémoire des sépultures de morts pour la France. Pour en parler, Claude Guy est le délégué général du souvenir français pour les Hauts-de-Seine. Donc il expliquera à la fois ce qu'est la tombe de Niécen et il expliquera aussi les tombes de morts pour la France dans ce cimetière. Et puis il expliquera ce qu'est une délégation du souvenir français, des comités du souvenir français. Et puis Cyprien, lui, est un jeune du souvenir français. Qui a quel âge, Cyprien? 16 ans. 16 ans. C'est un jeune adhérent qui s'est fortement investi dans la sauvegarde des tombes de morts pour la France. Et devant une tombe à l'abandon, il nous expliquera ce qu'il lui il fait et qu'est-ce qu'on fait pour sauver ces tombes. Donc là, je suis au cœur du cimetière, je suis accompagné par Claude Guy. Rebonjour Claude. Bonjour. Donc le souvenir français, ce n'est pas que des tombes ici à Paris, il y en a dans toute la France. Alors le souvenir français, vous avez un siège parisien et ensuite vous avez des délégations. Et ici pour les Hauts-de-Seine, par exemple, j'ai remis 12 drapeaux français
appartenant à des associations d'anciens combattants disparus, 12 que j'ai remis pour moitié dans des établissements publics et pour moitié dans des établissements privés. Et cette transmission en direction des jeunes est pour nous très importante à 2 titres. Le premier titre, c'est qu'ils doivent connaître leur histoire, l'histoire de leur famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui parfois reposent dans ces tombes. Et puis le deuxième aspect, nous espérons qu'à travers cette jeunesse que nous contactons, que nous voyons, à laquelle nous expliquons le souvenir français, les symboles de la République, notamment le drapeau, et bien que ces jeunes puissent convaincre leurs parents de rejoindre nos organismes, nos comités, afin qu'il y ait ce lien générationnel des plus anciens vers les plus jeunes. Donc dans n'importe quel département, il y a toujours un délégué du souvenir français qui peut vous accueillir et vous conseiller. Notre position ici, elle n'est pas hasardeuse ni anodine, on est juste devant, on a derrière nous la tombe du fondateur du souvenir français. Alors nous sommes très fiers dans les Hauts-de-Seine, et ici dans ce cimetière de Neuilly, d'avoir la tombe du fondateur du souvenir français, ce professeur qui a enseigné d'ailleurs au collège Sainte-Croix à Neuilly et qui est enterré ici. Nous avons fin 2019 commémorer le 100e anniversaire de sa disparition. À cette occasion, sa tombe a été un petit peu rénovée et nous avions la présence, et ça c'est très fort, quand vous parliez d'émotions, voilà des émotions que nous vivons assez fréquemment et qui sont fortes. Nous avions la présence de son arrière-petite-fille. Incroyable. Et ça fait des liens riches entre le souvenir français, qui date de 1887 et qui est nourri du passé et ce présent que nous pouvons saluer, que nous pouvons faire vivre avec le souvenir d'hommes comme Xavier Nissen, dont la mémoire repose chez les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, comme ça a été le cas pour la cérémonie que nous avons faite ici. Écoutez Claude, merci pour cette présentation donc, de la tombe du fondateur du souvenir français. Et maintenant donc, vous allez me laisser entre les mains de Cyprien. Tout à fait. Pour l'explication du nettoyage d'une tombe. Qui va vous emmener vers une tombe dans laquelle reposent des anciens combattants cette fois, dans une tombe familiale pour laquelle il n'y a plus de famille. Donc le souvenir français prend en charge. S'occupe de cette tombe. Voilà, tout à fait. Donc Cyprien, je me trouve avec toi maintenant, donc je rappelle que tu es âgé de 16 ans, tout à fait. Ça, tu fais une scolarité normale. Et est-ce que tu peux me dire comment un jeune homme de 16 ans s'est intéressé et a adhéré au souvenir français? Alors tout simplement, je suis passionné par la Première Guerre mondiale depuis l'âge de 6 ans. 6 ans? Tout à fait. Donc, c'est une espèce unique là. Donc c'est de famille, mon père le tenait également. Et donc cet intérêt pour la Première Guerre mondiale, comment ça t'est venu? C'est en lisant un livre dans la bibliothèque de mon père qui était le livre de Gaston Lavie, Ma Grande Guerre. Donc c'était un carnet de route que tenait un soldat territorial de la Grande Guerre. Et ça t'a fait comme une révélation, tu as voulu t'intéresser à ce conflit. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es au souvenir français? Depuis 2 ans. 2 ans. Donc tu as 16 ans, tu as commencé à 14 ans. Tout à fait. L'âge où on peut adhérer, c'est 13 ans, donc tu as été un des plus jeunes, je suppose, des adhérents. Et quelle est ta fonction aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais exactement dans le souvenir français? Alors dans le nord de l'Aisne, donc plus précisément en Thiérache, nous entretenons des sépultures de soldats qui sont tombés pour la France. Donc pour moi, il n'y a rien de plus important. C'est comme qui dirait un devoir d'entretenir ces sépultures, puisqu'il s'agit de leur dernier tombeau, puis je pense qu'on peut au moins leur devoir ça. C'est un acte très noble que tu fais. Donc là, tu nous expliquais que tu avais œuvré dans l'entretien des tombes. Tu peux m'en dire plus? Alors, dans le nord de l'Aisne, donc plus précisément en Thiérache, nous avons entretenu près de 70 tombes avec les accords des municipalités et avec surtout leur aide matérielle souvent. Très impressionné, vraiment je te félicite et je te remercie. C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Et je pense que
Si les familles de tous ces combattants tombés au combat savaient ce que tu faisais, ils seraient aussi très très fiers de toi. Bravo jeune homme. Merci. Alors j'ai appris quelque chose sur toi en regardant le journal officiel, que tu avais été décoré les médailles militaires à Cameroun. Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu la médaille militaire. Ça a été sûrement la plus grande consécration de ma carrière militaire. C'était un très grand honneur aussi. Merci jeune homme, mais tu sais, à ton âge, je t'ai pas encore engagé et toi déjà tu en as fait plus que moi. Bonjour jeune fille, donc on fera la surprise, on te présentera uniquement à la fin, si ça ne te dérange pas. Parfait. Donc toi aujourd'hui tu vas me présenter un peu comment vous faites pour l'entretien des tombes. Tout à fait. Eh ben je t'écoute. Et ben donc sur certaines tombes, comme celle qu'on peut voir ici, il y a des petits écriteaux comme ça qui annoncent que la tombe est en état d'abandon et que si personne ne réclame cette tombe ou si personne ne la nettoie, elle sera supprimée. Donc en fait, ils vont décaisser la tombe pour en refaire une nouvelle. Exactement. Et du coup là, c'est d'autant plus significatif, c'est la tombe d'un poilu, mort pour la France en 1918. À l'âge de 22 ans. Exactement. Et donc là, vous avez l'état d'une tombe qui est en déshérence. Et on va aller un peu plus loin là pour aller voir une tombe qui a justement été rénovée, nettoyée par le comité de la délégation du 92, où nous sommes. Donc comme ça, vous pourrez voir un peu l'avant et l'après du travail qui sont faits par des adhérents comme Cyprien. Il faut bien souligner que quand la tombe comme ça fait l'objet d'une reprise, en fait, le cercueil et les ossements sont jetés, littéralement jetés. La tombe est supprimée, donc effectivement. Et quand on peut pas, souvent le souvenir français, quand on peut pas récupérer une tombe comme ça, on va le faire dans un carré militaire, en fait, un carré de regroupement, une tombe de regroupement avec plusieurs soldats morts pour la France pour qu'ils aient au moins une sépulture et qu'ils ne soient pas envoyés et disparus. D'accord. Voilà. On voit la suite alors ? On va passer par là. Donc là, on est sur une tombe qui a été réhabilitée, nettoyée, entretenue, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est une procédure assez longue, j'imagine ? Il y a les comités, donc pour reprendre depuis le début, souvent les comités vont dans les cimetières et ils recensent les tombes qui sont en état d'abandon comme celle-ci. Et après, ça se passe de différentes façons, mais souvent ils vont voir les mairies pour avoir les autorisations de réhabiliter la tombe. Et puis après, on y va avec le Karcher, plusieurs adhérents qui nettoient et qui enlèvent les petites traces de moisissures, de champignons, tout ça, pour arriver à ce résultat. Des fois, c'est un peu plus long. Quand les lettres sont effacées, faire du rechampichage et un peu briquer les médailles comme on peut les voir sur celle-là. Donc c'est un travail assez long, ça se prend parfois plusieurs après-midi. Ah, donc la mobilisation, semaines, ça doit se faire. Oui, c'est la mobilisation de plusieurs personnes à chaque fois, de bénévoles qui prennent de leur temps pour faire ça, donc comme le fait Cyprien avec les gens de son comité. Et nous, cette tombe, elle a une histoire particulière, c'est pour ça que elle nous tenait aussi à cœur. C'est qu'en fait, donc, on dit que c'est 3 frères, mais en vrai c'est 2 frères et un cousin. Mais le cousin a rejoint... Cette très belle histoire, vas-y, on t'écoute. Voilà, donc le cousin a rejoint la famille parce qu'il s'est retrouvé orphelin. Et donc c'est trois frères qui ont participé à la Première Guerre mondiale et ils sont morts tous les 3 en 9 mois de temps. Et du coup, ils sont tous les 3 enterrés ici et le père les a rejoints, il s'est retrouvé tout seul et il les a rejoints en 1944. Donc ça nous tenait à cœur. On a fait une vidéo avec le CPAD sur un peu cette tombe et le destin de ces combattants parce que ça nous tenait vraiment à cœur. C'est presque, presque une histoire qui pourrait faire le début d'un film, ça. Tout à fait. Et donc c'était important pour nous de leur rendre hommage en nettoyant la tombe. Voilà. Écoute, c'est vraiment un acte de la plus grande noblesse. Félicitations. C'est les comités qu'il faut remercier et les bénévoles. Tu en fais partie, bravo. Merci. Monsieur Barcellini, merci pour cette incroyable visite, ce lieu chargé de gloire, d'histoire, très émouvant. On a été rejoint par une de vos personnels plus précisément, que vous allez avoir plaisir à présenter, je suppose. Absolument. Alors, Raphaël Jaillet, qui est chargé de la communication au Souvenir français. Et bonjour, jeune fille. A pour but justement de développer l'impact du Souvenir français, en particulier dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'elle nous a rejoint en fin de vidéo. Voilà. Merci de votre présence, jeune fille.
Donc écoutez, c'était vraiment très émouvant. Donc un lieu incroyable, puisque au centre de Paris, on n'imagine pas comme ça, entouré de l'Arc de la Défense, de plusieurs bâtiments de cette envergure, qu'on peut avoir un cimetière. On a vraiment vécu un moment incroyable dans un endroit qu'on ne peut pas imaginer. Et un cimetière dans le final, dans l'explication aujourd'hui, dans le final, est ces tombes. Ce sont ces tombes du 15 décembre 1941, c'est-à-dire il y a 80 ans. Il y a 80 ans, était fusillé au Mont Valérien. Le Mont Valérien, c'est à côté de Champigny, de Neuilly, excusez-moi, c'est à côté de Neuilly et pas très loin de Champigny. On n'est pas très loin d'ici en fait. À côté. Il y a eu plus de 1500 fusillés au Mont Valérien entre 1940 et 1944 et le plus grand nombre de fusillés a été le 15 décembre 1941 où on a fusillé 71 personnes. 71 résistants ont été fusillés au Mont Valérien ce 15 décembre 1941, il y a 80 ans. Et sur ces 71 martyrs, tels que le définit ici, 12 sont inhumés ici. 12 sont inhumés ici et une majorité sont restés inconnus. Alors, on connaît leur nom, mais on ne sait pas si c'est X ou Y qui est dans la tombe. Et je trouve que ce lieu est extraordinairement saisissant, parce que vous êtes ici dans le plein Grand Paris, le Paris de l'avenir, eux qui ont porté la liberté, qui ont porté l'espoir de la France face aux nazis. Ils se sont battus pour la France. Ils se sont battus pour la France. Et je trouve que dans ce cimetière, ces 12 tombes apportent une émotion encore plus forte et montrent ce que nous devons passer pour aller vers l'avenir. Très très beau résumé, très belle phrase de conclusion. Donc, je vous laisserai le mot de la fin, je n'en rajouterai pas plus parce que vous avez conclu ça d'une façon impériale. Voilà. On vous remercie parce que je crois qu'avec la Protection Saint-Georges, c'est l'émission la plus émouvante, la plus solennelle qu'on ait pu faire. Je ne pense pas qu'on en aurait d'autres de ce niveau, puisque d'habitude on est plutôt dans l'action, dans les cascades. Et là, vous nous avez vraiment ramené à un moment chargé d'histoire, de gloire, et on est vraiment très très touchés. Voilà. On rappelle que les gens peuvent adhérer chez vous, peuvent devenir adhérents chez vous aux Souvenirs Français à partir de 13 ans seulement. Oui. Voilà. Tout sera mis donc sur le lien en description. Ils peuvent vous contacter ou contacter votre chargé de communication Raphaël pour avoir tous les renseignements nécessaires. Merci beaucoup. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez souscrire aux Souvenirs Français. Raphaël peut nous rejoindre. Voilà. On voit à l'image. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup. Monsieur Claude Guy aussi, donc, qui nous a fait une très très belle description de tout cet endroit, très belles explications. C'était une très grande fierté de vous recevoir ici, sur un territoire, dans une délégation du Souvenir Français. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Là, pour le coup, c'est moi qui vous remercie vraiment, merci beaucoup. Et, jeune homme, donc on a été marqué par ta jeunesse, nous, ce qui nous a impressionné, aussi jeune, aussi dynamique, aussi engagé pour cette cause. Donc tu seras un exemple pour tous. Merci à vous. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.